ordonnance d'injonction de payer. Là aussi, nous pouvons nous arrêter à ordonnance. Ordonnance, à chaque fois qu'on parle d'ordonnance, il s'agit d'une mesure, d'une décision de justice bien sûr, mais d'une mesure provisoire. À chaque fois qu'on parle d'ordonnance, c'est une mesure provisoire. Maintenant, cette mesure provisoire-là, on peut, par la suite de la procédure, la valider, la faire valider. Par exemple, on peut même prendre exemple, on digresse un peu par rapport aux ordonnances, par exemple, que peut prendre aujourd'hui le président de la République dans le cadre d'une circonstance exceptionnelle. C'est arrivé au Sénégal avec la pandémie de Covid-19. Donc, à un moment donné, l'état d'urgence a été décrété. Maintenant, le président, et quand l'Assemblée nationale autorise le président de la République à prendre des mesures dans les domaines qui sont normalement réservés à l'Assemblée nationale. Donc, c'est-à-dire, on donne la possibilité au président de la République de légiférer, mais par voie d'ordonnance. Mais même dans ce cas-là, il peut légiférer par voie d'ordonnance, mais il y a ce que l'on appelle l'homologation. Après, on ressaisit l'Assemblée nationale pour faire valider cela. Donc là, si on revient à notre sujet, l'ordonnance d'injonction de payer, il s'agit d'une mesure provisoire prise par le juge. Maintenant, le juge donne une ordonnance d'injonction de payer. Et là, si vous avez l'ordonnance, c'est-à-dire le juge demande à ce que votre débiteur vous paye. Là, vous avez une décision de justice. Mais que vous ne pouvez pas, qui ne vous permet pas en tout cas de faire une exécution. Donc là, vous avez l'ordonnance d'injonction de payer que vous allez prendre, peut-être remettre à un huissier qui va le notifier à votre débiteur. On le notifie à votre débiteur. Le débiteur a 15 jours pour faire ce que l'on appelle une opposition. C'est-à-dire, il n'est pas d'accord en tout cas, peut-être. La loi lui permet de faire une opposition auprès du juge qui a rendu cette ordonnance-là dans un délai de 15 jours. Le débiteur peut ressaisir le juge pour dire « D'accord, j'ai reçu cette ordonnance d'injonction de payer que vous avez délivrée. Je ne suis pas d'accord pour telle ou X raison. Donc, je fais opposition. » Mais il a juste 15 jours pour le faire. Au-delà de ces 15 jours-là, il y a ce que l'on appelle la déchéance. Il ne peut plus faire opposition et par conséquent, vous, le créancier, vous pouvez ressaisir le juge afin d'apposer ce que l'on appelle la formule exécutoire au niveau de l'ordonnance d'injonction de payer. C'est quoi l'intérêt de la formule exécutoire? C'est simplement, en fait, on fait valider l'ordonnance, ce qui vous permet, vous, d'exécuter cette décision-là, cette ordonnance-là. Parce qu'avant, c'était juste une ordonnance d'injonction de payer que vous pouvez notifier au débiteur. Il sait que maintenant, le juge a été saisi et le juge me demande de payer. Maintenant, cette ordonnance-là, vous ne pouvez pas, en tout cas, ne vous permet pas actuellement de pouvoir faire une opposition, en tout cas, de faire une exécution forcée. Maintenant, dépasser ces délais de 15 jours-là, quand, bien sûr, le débiteur ne fait pas une opposition, là, vous repartez voir le juge pour qu'il vous fasse ce que l'on appelle l'apposition de la formule exécutoire, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vous permet d'exécuter. Maintenant, si vous avez cette formule exécutoire-là, vous pouvez le donner à l'huissier maintenant, qui va aller exécuter le débiteur pour qu'il vous paye, c'est-à-dire une exécution forcée. Il va vous payer par force, comme on le dit dans le langage courant. En quoi faisant, l'huissier va peut-être dans un premier temps saisir les banques, parce que nous sommes à l'ère où vraiment, voilà, l'UEMOA, la CEDEAO et tout ça, nous exigent en tout cas de faire certaines transactions via des comptes bancaires et tout. Donc aujourd'hui, toutes les personnes physiques, en tout cas presque la majeure partie des personnes physiques disposent de comptes bancaires. Les personnes morales, n'en parlons pas. Parce que certains types de transactions ne peuvent se faire que via des chèques, en tout cas via des moyens de paiement que gèrent les banques. Donc là, l'huissier peut d'abord aller voir, faire le tour en tout cas des banques, voir si le débiteur a des comptes bancaires, oui ou non, et si c'est le cas, il va faire ce que l'on appelle des saisies conservatoires. C'est-à-dire, il fait bloquer un peu les comptes bancaires du débiteur. Il fait le tour de toutes les banques, voit, demande à la banque si tel ou tel débiteur a un compte. Si oui, la banque lui dit d'accord, il a un compte bancaire,
actuellement débiteur ou créditeur de tel montant. À la suite de ça, l'huissier, comme on l'a dit, va bloquer le compte. Qu'il s'agisse d'un compte créditeur ou débiteur. Parce que même si le compte est débiteur, il peut le bloquer. S'il est bloqué, le débiteur pourra mettre de l'argent, mais ne pourra pas retirer de l'argent. On pourrait se dire maintenant, si le compte est débiteur, pourquoi aller bloquer? Si, il faut le bloquer. N'empêche que le compte pourra recevoir de l'argent, mais ne pourra pas sortir de l'argent. Il peut ultérieurement aller, par exemple, mettre de l'argent dans le compte, bien que c'est peu probable, parce qu'il saura que voilà, les comptes, en tout cas, ont été bloqués. Les ATD. Voilà. Il va peut-être faire ses saisies conservatoires sur les comptes bancaires du débiteur. Si toutefois il fait le tour des banques et il se rend compte que peut-être il n'y a pas de compte, ou bien les comptes sont débiteurs, il peut passer à la vitesse supérieure. Le débiteur a peut-être des biens mobiliers. Il peut faire ce que l'on appelle une saisie immobilière. Il y a ce qu'on appelle les procédures de saisie immobilière. Si pas de biens meubles, saisie immobilière. Peut-être que le débiteur a un bien immobilier, c'est-à-dire une maison, etc., etc. En tout cas, ce sont des mesures d'exécution. Si maintenant le débiteur fait le tour de tout, fait des saisies conservatoires, après, il va s'en suivre ce qu'on appelle des saisies exécution. Par exemple, saisie attribution, saisie conservatoire d'abord, c'est-à-dire on consigne, on bloque, on consigne, mais l'argent reste là-bas. Maintenant, après également, on va notifier au débiteur tout ça et la procédure va se poursuivre comme d'habitude jusqu'à arriver au niveau de la saisie exécution ou bien la saisie attribution, etc., etc., ou bien la vente des biens meubles ou bien la vente des immeubles en fonction maintenant, voilà, des cas que l'on a. Par exemple, au niveau des saisies immobilières ou saisies immobilières, il y a des procédures à respecter également. Par exemple, si on prend l'exemple de la saisie immobilière, c'est une procédure bien encadrée parce qu'il s'agit de biens immeubles. Souvent, dans les immeubles, il y a des familles, etc., etc. C'est pourquoi ce sont des procédures très encadrées. Mais c'est bien possible lorsque l'on suit la procédure, voir également si le créancier avait des sûretés, etc., etc. On va en arriver, Inch'Allah. L'essentiel, c'était de savoir qu'il y a ces procédures-là que l'on a. Par exemple, la procédure d'injonction de payer, qui est une procédure par voie contentieuse. On a un peu tiré en longueur, bien sûr, il reste une autre procédure parce que voilà, il y a des techniques de recouvrement de créances en période de procédure collective également. Donc la procédure collective, aujourd'hui, l'entreprise peut être en difficulté. C'est ce que l'on appelle la procédure collective. L'entreprise est en difficulté. Il y a des mesures spécifiques, un acte uniforme aujourd'hui qui réglemente ces procédures collectives. Et il faut savoir également que les recouvrements de créances sont bien possibles en période de procédure collective, c'est-à-dire à une période où l'entreprise est dans des difficultés, peut-être en redressement judiciaire, peut-être en liquidation judiciaire, et peut-être même pas, parce que simplement l'entreprise est jugée viable par la juridiction compétente. Par conséquent, il n'y a ni de redressement judiciaire, mais il y a des mesures, un concordat qui a été là, mis en place, afin de payer tous les créanciers de l'entreprise. C'est des mesures qui sont là, c'est des recouvrements de créances qu'on peut faire étape par étape. Donc, ce qu'il fallait retenir, c'est que le créancier à qui un débiteur doit quelque chose peut se faire payer. Il peut se faire payer, il y a plusieurs techniques pour se faire payer. Nous l'avons évoqué, bien entendu, à travers les relances téléphoniques, à travers les relances par email, par courrier, les relances en face à face, des étapes que l'on fait étape par étape, on les suit de manière chronologique afin d'éviter en tout cas, ou bien afin de mettre en péril, de risquer de mettre en péril notre créance qu'on a. Après ces relances-là, ces différentes relances-là, avec les étapes qu'il faut, parce que c'est important, c'est les relations d'affaires. Donc il faut bien professionnaliser. Il y a les techniques contentieuses, comme nous l'avons dit avant, les techniques contentieuses, les sommations, les mises en demeure, les commandements de payer pour en arriver aux procédures d'injonction de payer, etc., etc. Ce sont des recouvrements de créances. Il y a des aspects que je ne vais pas évoquer, bien sûr, c'est-à-dire on peut se faire payer parce que simplement on a fait ce que l'on appelle une assignation.
Mais là, il fallait juste voir ces procédures simplifiées, non contentieuses et contentieuses de recouvrement de créances. Mais l'assignation également est une procédure où un créancier peut se faire payer, simplement. Donc là, voilà, en gros, aujourd'hui, on a été un peu long, mais il fallait vraiment expliquer étape par étape ces différentes procédures, donc vraiment, en tout cas, qui vont bien profiter aux personnes physiques et morales, les petites sociétés, petites et moyennes entreprises, qui n'ont peut-être pas la possibilité ou bien les moyens d'aller prendre, en tout cas d'aller recruter des juristes ou bien de saisir des avocats, au moins d'avoir quelques rudiments pour se faire payer par rapport à des créances qu'ils détiennent à l'encontre, à l'endroit de leurs débiteurs. Voilà, il s'agissait aujourd'hui de votre émission Parlons droit que l'on fait tous les dimanches avec la GM7 Info. Donc voilà, l'idée c'est de communiquer avec les Sénégalais de manière aussi terre à terre, ne pas utiliser certains termes juridiques qu'ils ne vont pas comprendre parce que c'est destiné à tout le public, c'est destiné aux professionnels, aux petites et moyennes entreprises également, c'est destiné aux personnes physiques, vous et moi, afin de savoir, en tout cas d'avoir des rudiments par rapport à certains aspects juridiques de ce qui nous gouverne, de ce que l'on fait tous les jours, parce que le droit, il ne faut pas l'oublier, donc, et le comportement de tous les jours que l'on réglemente, donc il doit être accessible, comme nous le disaient nos professeurs au moment où nous étions dans les facultés de droit, le droit pour le comprendre, il faut l'amener au ras du sol. Donc c'est ça, c'est l'objet de cette émission, Parlons droit. Nous allons parler droit par rapport à tous les domaines, par rapport à tout ce qui se passe, afin d'éclairer, encore une fois, nous le répétons, la lanterne par rapport aux aspects juridiques de notre vie quotidienne. Donc je vous remercie pour ce jour, pour votre numéro de Parlons droit et à dimanche prochain.